Nadine Morano dit effectivement que les personnes qui s'opposent à ce projet-là sont passéistes. Et qu'elles se rendent pas compte de la réalité des choses. Oui, alors juste la réalité des choses, c'est celle que je viens de raconter. Voilà, ça c'est du pragmatisme. Ça, c'est comme ça que ça va se passer. Il faut le savoir. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que quand on se replace toujours au cœur de l'enfant et qu'on se met à essayer d'avoir un regard d'enfant, plutôt que, alors vous voyez, je trouve qu'on est très en train de construire des théories d'adultes pour justifier des idéologies. C'est ça, on construit des théories pour justifier des idéologies. Et si on essaye juste d'avoir un regard d'enfant, et qu'on se dit ce petit enfant, il va appeler 4 fois une femme, 4 femmes différentes, maman, et comment il va faire pour les voir? Ça, c'est vraiment la réalité. Parce qu'il y a effectivement ce terme de beaux-parents, mais il y a aussi le terme de coparents, dont parle l'association des parents gays et lesbiens. Alors là, on sait plus trop. Mais on sait plus. Alors, alors l'autre jour, il y avait un débat chez Frédéric Tadei, là avant-hier soir, où d'abord il y avait 3, l'émission Ce soir ou jamais. Ce soir ou jamais. Et là, on a intitulé Famille, jusqu'où peut-on aller? Voilà, exactement. Famille, jusqu'où peut-on aller? Alors, évidemment, peut-on aller? On avait une personne qui a été extrêmement courageuse, Jacques de Guillemont pour ne pas le nommer, contre 5. Jacques de Guillemont qui était écrivain, journaliste et qui collabore à la Nef. Qui s'est très très bien défendu. Il était contre 5 personnes. Dès qu'il ouvrait la bouche, on lui disait qu'il était ridicule. C'est même pas ce qu'il disait qui était ridicule. Et là, on a assisté à... C'est Marcella Yacoub, qui est une sociologue, je crois, qui effectivement... pour la théorie du genre. En fait, c'est la Judith Butler, qui est la théoricienne du genre américaine, qui est la théoricienne du genre française. Et là, on a entendu des propos surréalistes, à tel point qu'on a même entendu que maintenant le père, ça n'est plus forcément celui qui a conçu l'enfant, mais pour être père, il faut désirer l'enfant. C'est-à-dire qu'on peut mettre au monde un enfant au nom de la justice. Et c'est ce que disait Tugdual, c'est qu'il n'y a plus du tout limite. Au nom de la justice, puisque la femme, elle, peut avoir un enfant, mais elle peut avoir un enfant et à la limite avoir un enfant avec un homme qui n'aurait pas ce désir d'enfant. Eh bien, cet homme ne sera pas le père de l'enfant. C'est-à-dire que cet homme, s'il n'a pas désiré l'enfant, ne sera pas le père de l'enfant. Alors là, on va encore se remettre à la place de l'enfant, et on va se dire être rejeté par son père, par celui qui l'a conçu, en lui disant « je ne t'ai pas désiré, je ne suis pas ton père », on peut peut-être quand même se demander quel pourrait être l'équilibre de l'enfant. C'est ce qu'on appelle le progrès. Voilà, c'est ce qu'on appelle le progrès. C'est une monstruosité pour moi. Mais il y a effectivement, enfin, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là, mais en tout cas, il faut mesurer toutes les conséquences, en effet, des textes que des adultes pourraient voter. Il y a des auditeurs qui réagissent, et certains dans des sens assez contradictoires. Donc, Jacqueline, je vous laisse. Heureusement que vous êtes là sur Radio Courtoisie pour entendre un petit peu tout cela. Une auditrice, vous êtes encore au 19e siècle, les jeunes vivent avec leur époque, il faudrait que le pape en tienne compte. Un auditeur, les intervenants à l'antenne n'ont plus l'air de se rendre compte que la moitié des naissances en France faites hors mariage. Les intervenants ignorent que les oukases du Vatican sont excusez-moi, je n'ai pas lu avant, sont de moins en moins écoutés sur le sujet de la sexualité. Les intervenants devraient en tenir compte. Voilà, mais ça, il sera utile de répondre à ces questions. Alors, une auditrice, on marche sur la tête, je suis bien d'accord avec elle. Il y a un océan entre ceux qui veulent un enfant in vitro et l'homosexualité. L'homosexualité est un problème personnel, mais qui ne doit pas être reconnu pour autoriser l'adoption d'un enfant. Voilà. Donc, messieurs, dames, est-ce que vous cédez, vous, aux oukases du Vatican? Est-ce que vous prenez ces positions uniquement parce que vous avez des convictions religieuses? Et en fait, c'est difficile de répondre à ça sans revenir à une réalité. Est-ce que nous considérons qu'il est légitime pour un enfant qu'il soit délibérément privé d'un papa ou d'une maman, d'un père ou d'une mère, dès avant sa conception? Voilà, c'est la question qui se pose. Si on pose cette question, je pense qu'on ne se situe pas dans une marge sociale, que la plupart des personnes, ne serait-ce qu'en fonction de leur propre expérience, même si elle était marquée par des deuils, par des ruptures, toujours difficiles et toujours douloureuses, mais qui n'ont pas été souhaitées pour elles-mêmes, mais que les gens ont subi dans leurs accidents de vie, eh bien, la plupart des personnes reconnaissent qu'il y a quand même quelque chose d'assez spécifique à prétendre que brusquement un enfant n'aurait plus besoin soit d'un père, soit d'une mère. Et donc, il y a effectivement derrière les situations qui sont évoquées des souffrances indéniables, je crois qu'on l'a dit, mais il y a la réalité, simplement toute simple, qu'un enfant a besoin normalement de son père et de sa mère, et qu'à partir du moment où on efface l'un des deux, d'un coup de baguette magique par une loi ou je ne sais quoi encore, eh bien, je crois qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas atteinte aux droits de l'enfant? Et puis pourquoi?
La question, je la poserai également à Aude Mirkovitch, mais je vous la pose, Béatrice. Est-ce que le droit aussi doit finalement consacrer des situations dont on sait pertinemment qu'elles créent de la souffrance pour les enfants? Oui, vous avez raison, et d'ailleurs, Aude le dira en effet aussi, mais elle n'est pas en tant que juriste, mais il y a aussi beaucoup de juristes qui ont dit, et il y a un article qui est paru hier notamment, qu'on était en train de créer des usines à gaz. Donc en fait, c'est indépendamment du fait que c'est pas l'intérêt de l'enfant, je pense que ça va multiplier les conflits, et il y avait même un juge aux affaires familiales qui est quand même bien concerné par le sujet, qui s'est inquiété énormément de cet avant-projet de loi. Il faut noter aussi que les pères divorcés souffrent énormément. Ils le disent, que d'abord, à 90%, l'enfant soit confié à sa mère, et que dans 30% des cas, au bout de quelques années, on déplore que les enfants n'aient plus de relation du tout avec leur père. Donc il y a vraiment et donc je pense à l'association SOS Papa qui proteste en disant attention, si vous renforcez encore de manière juridiquement artificielle la relation entre mes enfants biologiques et l'homme qui vit avec mon ancienne compagne, vous me privez d'autant plus de la relation avec mes enfants. Et vous privez mes enfants de la relation avec moi. Or, notre société souffre de ce manque de relation entre les pères et leurs enfants. On dit souvent, je pense à ce que disait une des fondatrices du planning familial, Evelyne Sulro, société sans père, société sans repère. Et donc, il y a cette concurrence qu'on est en train de créer entre des pères biologiques et puis les beaux-pères, concurrence qu'on crée artificiellement par ce type de disposition qui est très dangereuse pour je dirais, la paix sociale. Et là, je crois que beaucoup de personnes peuvent s'y retrouver. Je pense que Aude Mirkovitch est en relation téléphonique avec nous. Oui, bonjour. Voilà, bonjour Aude. Donc vous êtes professeur de droit privé à l'université d'Evry et je pense qu'il serait utile que l'on complète la conversation que nous avons eue avec nos deux invités que vous avez écoutés sur Internet, puisque vous écoutez Radio Courtoisie par Internet. Voilà. Dit. Voilà, merci. Donc il serait utile que l'on complète cette conversation par un petit point de vue, une petite consultation, si j'ose dire, juridique. Voilà, qu'est-ce que ce statut, ce texte, cet avant-projet de loi là sur le statut du beau-parent changerait d'un point de vue juridique s'il était adopté? Bien, alors d'abord, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous asséner un cours de droit, en quelques mots seulement. On peut dire que, voilà, j'ai entendu dire dans les messages des auditeurs qu'il fallait réaliser que la moitié des enfants naissaient aujourd'hui hors mariage. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, peu importe, on le sait que des enfants naissent hors mariage, la loi le sait, et la loi donne déjà tous les moyens pour répondre aux besoins des familles, entre guillemets, hors mariage. C'est-à-dire que lorsqu'il est nécessaire d'associer des tiers, donc des non-parents, à la vie de l'enfant, que ce soit à la vie quotidienne de l'enfant ou à la prise de décisions graves, donc qui relèvent de l'autorité parentale proprement dite, lorsque ceci est nécessaire pour l'enfant, la loi donne déjà tous les moyens pour cela. Donc c'est un texte inutile. C'est un texte qui est parfaitement inutile parce que pour organiser la vie courante, ce qu'on appelle les actes usuels concernant l'enfant, les familles recomposées n'ont absolument pas besoin de la loi, et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'exposé des motifs de l'avant-projet qui le dit. Lorsque les parents confient leur enfant à un tiers, ils donnent à ce tiers un mandat, c'est-à-dire un contrat tacite, donc qui n'a pas besoin d'être exprimé tel quel, qui est sous-entendu, qui est tacite, d'accomplir les actes usuels concernant l'enfant. Il n'a même pas besoin d'être dans une famille recomposée pour le savoir. Il suffit d'avoir gardé un enfant ami pendant un week-end ou pendant des vacances et que ce dernier ait une angine. Et tout le monde sait très bien que dans ce cas, on emmène chez l'enfant chez le médecin qui prescrit les médicaments. Mais Nadine Morano, en fait, fait la distinction, et le projet de loi le fait, entre les actes usuels et les actes plus importants. Voilà. Alors, pour les actes usuels, il n'y a pas besoin de loi. Et d'ailleurs, ce qui est dit dans l'exposé des motifs, c'est que le texte a uniquement pour but de dire clairement dans la loi ce qui est déjà possible juridiquement, mais qui n'est pas dit tel quel. Bon, alors on peut éventuellement le dire, mais ça ne sert à rien. En tout cas, ça n'apportera rien. En revanche, donc c'est encore de l'inflation législative, c'est une loi de plus. Eh ben voilà, c'est une loi de plus. En ce qui concerne maintenant les actes importants concernant l'enfant, l'idée est d'associer le tiers à l'exercice de l'autorité parentale, ce qui va plus loin que l'accomplissement des actes usuels. Oui. Ça concerne la prise des décisions concernant l'enfant. Ceci est déjà possible grâce à la loi du 4 mars 2002, qui est précisément intervenue pour cela, entre autres. Et il est déjà possible de partager l'autorité parentale des parents avec un ou plusieurs tiers. Oui, l'exposé des motifs auquel vous faites référence, je le cite, il est dit, la loi donc du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a instauré un mécanisme permettant aux parents ou à l'un d'eux de partager tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec un tiers sur décision du juge. Exactement. Alors ce qui est envisagé dans l'avant-projet, c'est de permettre ce partage d'autorité parentale par une convention homologuée par le juge.
Bon, ça, c'est un point qui viserait à faciliter la mesure, mais ce n'est pas le point crucial. Le point crucial est que dans le projet, ce partage de l'autorité parentale avec un tiers n'aurait plus besoin d'être justifié par les besoins de l'éducation de l'enfant. Et c'est ça qui change tout. Parce qu'aujourd'hui, on associe un tiers à l'exercice de l'autorité parentale lorsque cela correspond à un besoin pour l'enfant. Donc ce n'est pas l'intérêt de l'enfant qui est pris en compte. Voilà, avec ce texte, ce ne sera plus les besoins